frétillé d'envie à l'idée de savoir ce qu'est un duel digne de ce nom sur le plateau du Late Late Show. Et promis, nous y avons réfléchi savamment. Nous avons demandé à deux candidats d'enfiler les gants. Ça n'a pas été très difficile de les convaincre au-delà de disons, la rivalité qui peut au quotidien les animer à travers ces deux prénoms qu'ils partagent et qu'un tiret unit, bien évidemment, au-delà des liens purement universitaires, parce qu'en fait, il était question d'une de ces ritournelles que les pénalistes connaissent bien, celle de savoir si l'on a besoin, envie ou non, de composer avec des citoyens en matière criminelle, puisque l'on sait que la France connaît cette spécificité, puisqu'elle ne date jamais que de la Révolution, de mémoire, importée de nos voisins d'outre-Atlantique, qui est la présence d'un jury populaire qu'à un moment donné, il était question d'étendre, notamment aux tribunaux correctionnels, mais on sait quel flop ça a suscité. Et contre toute attente, si je puis dire, pour certains, il est désormais plutôt dans l'air du temps de s'en passer, y compris dans le précaré qui était le leur, celui du jugement des crimes, depuis que la loi justice du 23 mars 2019, si j'ai bonne mémoire, est passée par là. Alors, pour en parler, et parce que l'actualité conduit à sans doute devoir en reparler, celle qui va bientôt être à l'ordre du jour devant le Parlement, celle d'une extension de l'expérimentation de cours criminelles sans jury. J'ai donc le plaisir de pouvoir, à ma gauche, si je m'en tiens à l'écran, compter sur la participation donc, de Jean-Baptiste Thierry, maître de conférence à l'Université de Lorraine, rompu à l'art de la dispute via le blog qu'il anime avec tant de talent et de tact, qui du haut de ses quasi 2 mètres, je dirais de loin vu d'ici, et avec la technique qui est la sienne de combat à coups de manches bien senties, mais qui passe en douceur, va proposer une analyse qui sera plutôt conservatrice, comme il l'a annoncé tout à l'heure. Jean-Baptiste, je te promets de te donner la victoire, puisque tu étais à l'heure, mais l'autre Jean-Baptiste, on le sait, du haut de ses 1,85 m, je dirais, vu de là, maîtrise également l'art de la rhétorique, l'art argumentatif. On sait qu'il est svelte, mais qu'il est aussi mordant que Brahim Asloum l'était à ses meilleures heures. Et donc, je ne doute pas un instant que pour défendre la position opposée, mais nuancée, tu vas également, mon cher Jean-Baptiste, depuis tes avant-postes provençaux, tenir la dragée haute à la question qui nous anime. Alors, je vais m'effacer à présent pour vous laisser vous disputer savamment. Je veux simplement m'assurer que le premier d'entre vous qui parlera gardera un temps qui sera ensuite le même pour le suivant, hein, CSA oblige. Donc, je m'autorise à vous chronométrer dès l'instant où je libère la parole. C'est à vous, chers amis. Donc Jean-Baptiste, puisque tu m'as laissé la gentillesse de commencer, tu n'auras pas beaucoup de temps de parole parce que je vais être très très court pour défendre le jury d'assises. Il y a plusieurs raisons qui justifient qu'on les conserve, ces jurés. D'abord, la première raison, c'est les conditions dans lesquelles on cherche à les supprimer. Ces conditions qui sont faites avec une concertation quand même assez limitée pendant la loi justice, parce que de mémoire, c'est arrivé pendant la discussion parlementaire. Il n'y a pas eu de commission de réflexion particulière. On n'a pas fait la démonstration de leur inutilité. On n'a pas fait la démonstration de ce que les cours d'assises rendaient une mauvaise justice. Et puis, la concertation dans le projet de loi actuel, parce que la Covid sert d'alibi pour essayer d'étendre encore plus cette expérimentation, pérenniser ce qu'on pressentait déjà assez largement au moment de la loi justice, cette absence de concertation et cette absence de démonstration de l'inutilité des jurés d'assises vraiment milite déjà au moins pour réfléchir à leur protection, à leur conservation. Et puis sur le fond, je pense qu'on est assez attaché aux cours d'assises et aux jurés en particulier, d'abord par le principe d'oralité, parce que on sait que les jurés n'ont pas accès au dossier, que tout se joue réellement au moment de l'audience,
et dès lors qu'ils n'ont pas cet accès au dossier, contrairement au président de la cour d'assises, il y a un vrai enjeu du contradictoire au moment de l'audience. Et puis surtout, il me semble que la cour d'assises, c'est quand même une justice assez exemplaire, c'est-à-dire une justice qui prend le temps, une justice qui prend le temps d'associer ses citoyens, une justice qui est au contraire de ce qu'on voit un peu poindre ici ou là. Ce n'est pas une justice qui se replie sur elle-même, c'est une justice d'ouverture qui cherche à associer les citoyens à l'acte de juger, qui rendent des décisions aujourd'hui motivées sur la culpabilité, sur la peine, mais qui sont vraiment importantes. Je pense qu'il y a un enjeu démocratique à associer les citoyens à l'acte de juger, et puis un petit peu au-delà, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, il y a aussi un enjeu de culture judiciaire en associant les jurés à l'acte de juger, en associant les citoyens, comme on avait tenté de le faire pour de mauvaises raisons avec les tribunaux correctionnels en formation citoyenne. On montre en réalité que le droit n'est pas qu'une affaire de juge, le droit n'est pas qu'une affaire de juriste, et que dans des infractions aussi graves que sont les crimes, les jurés sont un contrepoids nécessaire, une espèce de routine de l'acte de juger, une routine de la réponse pénale qu'on voit bien s'instaurer particulièrement en matière correctionnelle. Et il me semble que pour ces infractions qui sont vraiment aussi graves que le sont les crimes, il n'y a pas uniquement des enjeux juridiques qui justifient totalement que la justice soit pleinement rendue au nom du peuple français. Voilà, à mon avis, les raisons pour lesquelles il faut conserver les cours d'assises statuant en leur forme actuelle, voire antérieure à celle de la loi du 23 mars 2010. Alors du coup, je rebondis tout de suite et je me lève de mon tabouret. D'abord, je suis très heureux d'intervenir dans ce duel pour une fois. Et merci Marc d'avoir choisi un adversaire à ma mesure, avec d'ailleurs un si bon prénom. Alors oui, j'assume parfaitement mon approche et mon discours un peu disruptif. Mais je vais tout de suite préciser ma pensée, qui est bien évidemment elle aussi complexe. Je pense qu'il est nécessaire de réfléchir au rôle du jury criminel, mais il ne faut pas le faire pour les raisons budgétaires pour lesquelles on le fait aujourd'hui. C'est une mauvaise raison en effet, mais il faut tout de même repenser la rationalité du jugement des crimes. Il faut le faire pour des raisons qui tiennent à l'ontologie de la justice, en faisant des choix politiques, et au sens noble du terme. Mais je maintiens, je suis et je reste plutôt favorable à la suppression des jurys criminels. Alors oui, j'entends tout à fait que la cour d'assises serait une juridiction séculaire et universelle d'ailleurs. Ce n'est pas si vrai, puisqu'on a parlé d'Europe ce soir. L'Europe ne connaît pas partout le jury et pas toujours dans les mêmes formes. Au sens large de l'Europe, par exemple, le jury a été peu ou prou supprimé en Suisse en 2011. En Italie, la compétence de la cour d'assises, les crimes, enfin il n'y a pas de crime, mais pour les infractions punies de plus de 24 ans de réclusion, et donc sont donc exclus de nombreux crimes sexuels, ce qu'on cherche justement à faire aujourd'hui échapper à nos cours d'assises. Et plus encore au Royaume-Uni ou en Espagne, le jury est bien présent en première instance, mais en appel, il n'y a plus de juré populaire, il n'y a plus que 3 magistrats. Voilà, on pourrait réfléchir aussi sur la place du juré dans les systèmes anglo-américains, qui est très différent de celle que l'on connaît aujourd'hui, notamment ce qui n'interviennent pas sur la peine. Mais peu importe ces autres exemples, c'est surtout quelques réflexions et que je veux partager avec vous sur des difficultés qui, je crois, au-delà de l'angélisme de mon contradicteur, doivent conduire à repenser l'intervention des jurys populaires. Alors oui, ça semble magnifique, cet instant démocratique où tout citoyen peut participer à l'œuvre de justice, mais je vais paraître peut-être un peu brutal. Fondamentalement, au-delà des exceptions qui existent et des possibilités de récusation, peut-on confier le sort d'un accusé qui encourt une lourde peine, parfois une réclusion criminelle à perpétuité, à n'importe qui? Alors, j'avais réfléchi à cette question pour tout vous dire il y a quelques temps, après une émission de Cyril Hanouna, qui avait fait dans son émission en direct un sondage absolument absurde. Mais à la suite de cela, plutôt, j'avais retrouvé un sondage plus ancien et plus sérieux et qui relatait, par exemple, que 40% des sondés considéraient que l'attitude ou la tenue d'une femme peuvent excuser ou atténuer la responsabilité de son violeur. 40% des sondés, ce qui signifie 40% des jurés potentiels. Et ces discussions sur ces questions de savoir comment s'est-elle comportée avant le crime existent dans la salle des délibérations. Il ne faut pas être dupe de cela. Alors, il ne s'agit pas de dire que les juges seraient formidables, ils seraient une élite de la nation, comme dans toutes les professions. Il existe bien sûr des gens très bien, il en existe beaucoup et c'est tant mieux, mais il existe aussi, hélas, des personnes racistes, sexistes, des feignants, etc., comme chez nous aussi. Mais on peut espérer quand même que leur formation permettrait de corriger certains biais.
Mais au-delà de la question de l'accusé, puis après tout, on peut le renvoyer à son triste sort. Pour la victime elle-même, c'est difficile et violent une cour d'assises. Il faut raconter, par exemple, son viol en détail, dans le moindre détail, devant de parfaits inconnus que l'on pourra quand même croiser par la suite à nouveau, parce que ce peut être le caissier du supermarché, la professeure de l'école d'à côté, etc., etc. Et puis pour les jurés eux-mêmes, quelle pression! La décision sur la culpabilité n'est souvent pas difficile, surtout quand les preuves sont accablantes et lorsque l'accusé avoue. Mais même dans ce cas-là, pour le choix de la peine, ce n'est pas rien. Décider de 15 ans de réclusion, pourquoi pas 14, pourquoi pas 16? Et 2 années de vie pour la personne concernée, ça n'est pas rien tout de même. Bref, j'aurais encore de nombreux arguments, mais je vois que la casserole sonne, et je crois que cela déjà justifie de repenser la façon dont on juge les crimes, mais je laisse peut-être à Jean-Baptiste le soin de me faire changer d'avis. On sait qu'on ne peut pas te faire changer d'avis, Jean-Baptiste. C'est propre des Jean-Baptiste. Moi, il me semble que tes arguments vont justement en faveur du maintien des jurés d'assises, sérieusement. L'histoire du sondage que tu évoques, dont tu avais même tiré un édito de mémoire, elle est évidemment assez heurtante, mais l'intérêt de nos jurés d'assises, c'est qu'ils statuent avec ces magistrats professionnels censés un peu les tempérer. C'est-à-dire qu'un contre-pouvoir réciproque, les juges professionnels venant sans doute expliquer ce que c'est que l'acte de juger, expliquer ce que c'est que la difficulté de déterminer une peine privative de liberté très très longue pour l'accusé. Et puis les jurés ramenant les juges aussi à la difficulté de l'acte de juger sans tomber dans cette routine dans laquelle j'ai l'impression qu'on tombe un peu dès lors qu'il s'agit de réponses pénales. Donc repenser leur intervention sans doute, oui, mais en les conservant. Et c'est sans doute là l'essentiel à mon avis. Je vais terminer pour répondre. Si les magistrats professionnels servent justement et peuvent être utiles pour expliquer aux jurés le choix de la peine, alors on revient à ce que tu disais, et ce risque d'une routine, où il est vrai d'ailleurs que dans la salle de libération, lors du choix de la peine, les jurés se tournent vers les juges pour dire quel est le tarif, clairement, parce que c'est quand même difficile du point de vue de l'égalité de savoir qu'en fonction de ces juges, on peut encourir une peine qui serait doublée parce que celui-ci serait tout à fait ignorant de la politique pénale de la cour d'assises. Donc je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire qu'effectivement, le président de la cour d'assises va avoir un rôle ici, ou les magistrats en tout cas de la cour d'assises vont avoir un rôle ici, ce qui démontre bien que peut-être on peut faire sans les jurés. Voilà. Et puis pour terminer, mais juste parce que Marc a dit, effectivement, c'est un héritage de la Révolution. Moi, quand on me dit cela, je rappelle que la guillotine aussi en était un. Et là, j'ai envie de dire... Voilà. Il manquait juste un point de ce genre. Je pensais que tu ferais un point Godwin ou quelque chose comme ça. Non, mais je t'avoue que ayant un micro comme ça chez moi à disposition, je ne pouvais pas m'en passer. Bravo pour avoir assuré le show. Alors, je vous promets qu'on instillera quelques conseils de Mickey la prochaine fois pour vous mettre en tension. Ce bon vieux Mickey qui conseillait si bien Rocky Balboa dans la préparation de ses meilleurs combats. Simplement, moi, je crois, si j'y vais de ma petite analyse, que tout s'est joué en réalité en 2011. En 2011, on a mis fin au sacro-saint, et je le dis parce qu'aujourd'hui c'est un jour saint, chiffre évangélique de 12, qui jusque-là caractérisait le jury, en tout cas en première instance. Et au-delà de l'anecdote, il y avait surtout, je trouve, un sens encore à ceux qui voulaient défendre à tout prix la majesté du jury populaire, c'est que le jury devait toujours être majoritaire au sein de la cour pour remporter la décision. Et depuis 2011, ce n'est plus le cas. En tout cas, ce n'est plus nécessairement le cas, puisqu'on sait qu'en première instance, comme on appelle désormais, la majorité du jury n'emporte pas à elle seule nécessairement la condamnation. Et puis 9 hommes en colère, ça quand même, ça claque moins. Comment ? 9 hommes en colère, ça claque moins quand même. Tu veux vraiment tuer la chronique de Jean-Baptiste, hein. C'est sans pitié, je trouve, ce soir, hein. Merci encore, chers amis, pour ce combat rondement mené, et vous en tirez sans trop de bleu et de bosse, à ce que je vois. Donc, promis, on reproduira ça en d'autres terres et prochainement.